Bonjour, nous sommes le vendredi 28 janvier 2022 avec une météo qui semble brumeuse. La température est correcte. Elle est correcte, mais simplement, bon, il y a du brouillard et bon, peut-être qu'il va y avoir des pluies, mais la température n'est pas si froide que ça. Je vais vous présenter ici une vidéo qui va concerner ce qu'on appelle la lettre de change. La lettre de change, c'est un document, c'est uniquement un document. Bien sûr que c'est un document qui a à voir avec voilà, la législation. Parce que c'est pas un document banal, c'est pas un document entre deux personnes qui vont signer des papiers et qui rend les choses banales. Non, c'est un document qui peut avoir des conséquences si euh, les actions jouées, enfin les rôles joués par les acteurs ne sont pas joués dans le sens de ce que devrait répondre la lettre de change. La lettre de change doit impliquer bien sûr beaucoup de choses, notamment des acteurs bien précis. Ils sont connus les acteurs, mais aussi euh, un rôle joué par les acteurs. Parce que si c'est pour signer des papiers, ne pas jouer son rôle, ne pas payer, hein, faire semblant qu'on va payer, qu'on ne paye pas, bon, vous aurez compris que là c'est le tribunal de commerce qui va intervenir dans le sens où vous n'avez pas respecté un document euh, qui avait un rôle bien précis et dont les acteurs devaient jouer leur rôle aussi. Donc il ne suffit pas de faire du n'importe quoi avec une lettre de change. Alors, quand est-ce que la lettre de change intervient? Eh bien, c'est quand on a des acteurs qui interviennent. Alors, qui sont ces acteurs? Bon, au niveau des marchandises, il y a une première conséquence, c'est au niveau commercial. On a tout d'abord un acheteur, un vendeur, il vend des marchandises. Il va vendre des marchandises. Donc ici, ce sont des biens ou des services, hein, peu importe. Bon, bien, service, des équipements, vente d'équipements, vente de ce qu'on veut, vente d'un service, etc. Ça peut être un service ou des biens donnés. Donc on a des marchandises, par exemple, ou un service. Mais ici, je prends le cas bon, d'une vente de marchandises. On a le vendeur, bien sûr, le vendeur c'est un être humain, donc il a un nom, etc. etc. C'est une personne physique. Une personne physique. Peut-être qu'elle a une société, hein. Bon, c'est pas dit qu'elle a une société, mais voilà, on peut avoir un vendeur qui vend des marchandises à... Alors une société, c'est une personne morale. Voilà. Elle vend des marchandises à euh, un acheteur. Donc l'acheteur est intéressé par la marchandise du vendeur. Et une fois qu'il est intéressé, ben, il fait un désir d'achat. Et donc voilà, il va acheter la marchandise que le vendeur lui propose. Bon, ça c'est une chose. C'est que au niveau de la marchandise ou des services. Mais ici j'ai pris de la marchandise. Il y a un intérêt d'achat et l'achat se fait. Il se fait. Donc ce qui veut dire que dès le moment où l'achat se fait, bien sûr il faut payer. Et c'est là qu'intervient ce document que je vous ai dit, la lettre de chance. On peut payer par... il y a différentes manières de paiement, hein. Les moyens de paiement, c'est pas ça qui manque. On peut payer de diverses manières, mais la lettre de change, c'est un document qui permet de payer voilà, à sa façon. Il existe, on peut payer de plusieurs façons, mais la lettre de change permet c'est un moyen de paiement. Donc, dès le moment où il faut faire intervenir des flux financiers, c'est-à-dire de la monnaie sonnante et trébuchante, bon, il faut avoir des traces du paiement qui a été fait, surtout faire le paiement. Parce que bon, c'est bien de mettre des traces, mais s'il n'y a aucun flux qui sort, aucun flux financier, c'est un petit peu embêtant. Donc on doit avoir un flux
financiers, donc de la monnaie sonnante et trébuchante. Bon, donc il y a bien un échange commercial avec les règles commerciales qui s'imposent, bien sûr. C'est-à-dire que bon, les marchandises, le vendeur est obligé de le vendeur est obligé de fournir sa marchandise dans les délais qui se sont fixés en commun accord, bien sûr, avec une qualité requise au départ. Et donc là, on a bien la marchandise, euh, la marchandise qui est livrée. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. L'acheteur a reçu sa marchandise, il est content de la marchandise et il accepte cette marchandise, c'est-à-dire que tout va bien. Il n'y a pas de retour, ni caisse, il ne refuse rien du tout. Il y a une acceptation de la marchandise. Maintenant, vient un second plan qui est celui de faire circuler voilà, la monnaie. Alors, le problème, c'est que bon, quand on est amené à acheter des marchandises, bon, le flux de marchandises, il y a le flux de marchandises et le flux financier. Bien, le flux marchandises, on aimerait bien que dans sa société, les flux de marchandises se fassent au gré des besoins. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'une marchandise pour demain, j'aimerais bien que ma marchandise soit là le lendemain. Si je veux que la marchandise soit là pour dans 3 jours, parce qu'il y a un chantier à réaliser à un endroit bien précis, il faut que la marchandise soit là dans les 3 jours. Donc, ça veut dire qu'une société, quand elle fonctionne, ben, elle a besoin de marchandises pour faire fonctionner sa société. Sans marchandises, bon, la société est à l'arrêt. Va pas, voilà. Il y a des sociétés qui ont besoin de marchandises. Si je prends toute société a besoin de marchandises. Hein. Même une société de service, bon, si un coiffeur ne reçoit pas les produits voilà, pour coiffer ses clients, voilà, pour faire des brushings, etc., bon, il peut fermer boutique, hein, je sais pas, il fera plus que de la coupe à l'eau. Bon, c'est pas l'idéal pour un coiffeur. Donc, j'imagine que ici, bon, si je prends les cafetiers, les cafetiers ont besoin de, bon, que les brasseries les fournissent voilà, en boisson. En boisson. Il en est de même pour la plupart des sociétés. Si même un secrétariat a besoin d'encre, de papier, on a toujours besoin d'une marchandise dans une entreprise, qu'elle soit d'ordre de service, d'ordre commercial, d'ordre de production. Donc, quelle que soit la société, sans marchandises, je vois mal comment une société pourrait fonctionner sans on va dire, transaction euh, de flux réel. Ce que j'appelle le flux réel, c'est les marchandises. Maintenant, une fois que les marchandises, bon, elles sont là, elles sont présentes dans les délais, au gré des besoins de l'acheteur, donc sa société peut tourner. Donc il a de la marchandise qui arrive dans les délais convenus, et donc tous les jours, la marchandise tourne. Oui, c'est bien, mais ça, il faut avoir un contrôle sur ces marchandises, parce que ces marchandises coûtent. Et en finalité, c'est bien que les marchandises tournent dans la société, mais encore faut-il les payer. Bon, les marchandises ne sont pas gratuites. Et là vient le problème du paiement. Alors, le paiement, c'est pas vous allez bien vous en rendre compte, mais les paiements ne sont pas évidents. Ne sont pas évidents. Pourquoi? Parce que la société tourne, il y a des marchandises qui rentrent, il faut payer les charges, voilà, les employés, les ouvriers, toutes les charges qui sont nécessaires. Et donc l'argent, il faut le gérer. Il faut le gérer. Bon, c'est quand il y a des grandes rentrées, tant mieux, mais quand on a des rentrées qui sont juste, tout juste, tout juste, bon, ça devient plus difficile à gérer. Donc à ce moment-là, comment va-t-on gérer le flux financier? Mais au travers de délais de paiement. Tout va se jouer. Autant les marchandises vont arriver rapidement, autant les flux financiers seront
on va dire, postposé. Donc, il y aura deux points de vue. Au niveau de la marchandise, on demandera de la rapidité, 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 pour qu'on puisse faire tourner la société selon son gré, comme je vous ai dit. Donc, on va demander une rapidité. Bon, ici, j'ai juste un petit problème. Voilà. Donc, il faut une certaine rapidité d'écoulement des marchandises. Contrairement aux flux financiers qui demandent là de postposer au plus tard. Bon, mais au plus tard, c'est pas comme on veut, hein. Bon, il y a des délais de paiement, il faut les respecter. Voilà, c'est pas qu'on peut faire, c'est pas qu'on va demander un paiement dans 5 ans, hein, ou 10 ans. Sauf si vous faites un crédit, bon là c'est normal, vous faites des crédits à la banque, et là ils vont vous postposer le plus tard possible. Là vous savez gérer au mieux, mais avec des intérêts bien sûr qui vont s'écouler. Alors on essaie de postposer au plus tard, mais bien sûr ici il y a des délais de paiement, 3 mois, voilà, à 6 mois, etc., etc. Alors le but de cette manœuvre, bon, c'est de s'assurer que le vendeur va recevoir son argent et que l'acheteur pourra payer le montant payé. Alors un des moyens de paiement, ben, je vous ai dit, c'est la lettre de change. La lettre de change. Alors c'est un document comptable, commercial et comptable en même temps. Euh, Quand on a, si vous voulez, au moment, lors de la conclusion d'une vente commerciale, on va dire que l'acheteur a intérêt à payer le plus tard possible. Mais bon, il est limité quand même dans ces plus tard possible parce que je vous ai dit qu'il y a quand même des délais de paiement. Alors, pourquoi plus tard possible? C'est afin d'avoir eu le temps de revendre les marchandises ou d'avoir fait, on va dire, circuler de l'argent et d'avoir fait des rentrées pour pouvoir payer. Parce qu'on veut des rentrées d'argent. On s'intéresse aux rentrées pour pouvoir. Le but, c'est ça, hein, c'est de récupérer de l'argent pour avoir du liquide. Et les dettes, les payer les plus tard possible. Donc, avoir des rentrées, euh, on va dire, au plus tôt et des sorties au plus tard. C'est ça la gestion, c'est ça. La gestion, c'est ça. C'est euh, payer au plus tard, mais recevoir au plus tôt. Alors pourquoi recevoir au plus tôt? Parce que ces marchandises-là, elles vont être vendues, hein. Voilà, quand je vous ai mis le petit schéma ici, ces marchandises-là, bon, elles doivent être vendues. Donc je dois avoir un certain temps pour les revendre. Enfin, essayer de les vendre le plus rapidement possible, de façon à avoir des liquidités le plus rapidement possible. Une fois qu'on a les liquidités le plus rapidement possible, à ce moment-là, euh, ben, on peut payer ses fournisseurs, euh, on va dire, au- au plus tard. Et donc là, c'est une bonne gestion parce que j'ai des rentrées au plus tôt et j'ai des sorties au plus tard. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Alors, je rappelle que l'acheteur, c'est le client, hein. Et que, alors c'est pas pour rien que je mets tout ça, hein. Vous allez me dire, ouais, vous savez tout ça, mais ça a à voir avec ce que j'ai expliqué, le document comptable. Parce que tout le monde sait bien c'est qui le vendeur, tout le monde sait c'est qui l'acheteur, on sait bien que qui est le client ici et qui est le fournisseur, hein. Voilà, mais ici, pour expliquer le document comptable, si je mets pas ça, ben, vous allez avoir un petit peu. Parce que vous voyez que, en plus de ça, j'ai mis un troisième personnage ici. Vous allez voir qu'il va intervenir. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien expliquer les choses. Parce que sinon, la lettre de change, c'est un petit peu délicat à comprendre si vous n'avez jamais fait de lettre de change.
Voilà, voilà. Donc il faut avoir tous les acteurs, c'est ça que je veux dire. Tous les acteurs doivent être bien apparaître, et c'est pour ça que je mets acheteur, vendeur, client, fournisseur, de manière à ce qu'ils apparaissent le plus simplement possible et pour bien comprendre voilà, qui sont les acteurs joués dans la lettre de change. Donc je vous ai dit que l'acheteur a intérêt à payer le plus tard possible, afin d'avoir eu le temps de revendre les marchandises. Et le vendeur, ben lui, il a intérêt à recevoir le plus tôt possible la somme convenue. Afin de, bien sûr, quand il a de l'argent, une rentrée de liquidité aussi, ça va l'arranger. Les rentrées de liquidité, ça arrange tout le monde, hein. Voilà. Donc c'est ce qui met au même dénominateur commun tout le monde, mais c'est que chacun a ses rentrées de liquidité le plus rapidement possible. Mais ça va pas comme ça parce qu'on a toujours voilà, des dettes, hein. On a toujours des dettes euh, en circulation. Et voilà. Donc, le vendeur a intérêt à recevoir le plus tôt possible. Donc, la somme qui a été convenue, et je dis bien convenue parce que c'est on va dire, c'est un espèce de contrat entre la lettre de change et en général, hein, au niveau commercial, il ne faut pas attendre la lettre de change pour avoir voilà, un espèce de contrat mutuel. D'ailleurs, dans certains pays, il n'y a pas tous ces papiers-là, ils se font confiance, hein. Il va chercher la marchandise, c'est bien qu'il va lui payer. Hein, il sait bien qu'il lui doit autant, il le payera. Mais ça doit rester, je veux dire, le commerce, ça doit rester bien sûr quelque chose d'honnête, hein. C'est pas qu'il y en a un qui doit rouler l'autre parce que c'est fini après, hein. Il va le rouler une fois, pas deux. Donc ça doit être l'honnête. Je sais pas comment est-ce qu'on écrit honnêteté. Je sais pas s'il faut deux N. Bon, ça doit rester honnête. Bon, je ne sais pas. Honnête, je ne sais pas si c'est un N ou deux N. Enfin bref, je vais mettre avec deux N. Si je me suis trompé, ben, vous rectifierez. Bon, là, je mets d'ailleurs, je ne sais pas si. Je suis pas sûr de ça, s'il y a un deuxième N. Bon. Donc, ça doit être dans l'honnêteté entre les personnes qui vont commercer ensemble. Bon, si le vendeur joue son rôle avec honnêteté, l'acheteur avec honnêteté, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème c'est que c'est comme un petit peu les véhicules automobiles. Quand vous roulez avec une voiture, ben, il y a le code de la route, mais quand on regarde bien les compteurs, ben, je veux dire, les compteurs ils vont jusqu'à 200 voire 240. Or, on ne peut pas rouler à plus que 120 km/h. Donc, on s'imagine très bien que beaucoup de gens ne vont pas respecter le code de la route et vont rouler à plus de 120 km/h, voire plus de 130 km/h. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Bon, on fait confiance, mais tout le monde n'est pas honnête dans la confiance qu'on lui attribue. Donc c'est pour ça qu'il peut arriver toujours des choses. Le commerce, c'est ça, et c'est pour ça qu'il existe les tribunaux de commerce, c'est pour régler ces différends. Alors maintenant, régler ces différends, ça ne date pas de l'époque moderne, hein. Si on regarde bien l'époque, déjà l'époque des Celtes, donc les Celtes vont de 4 siècles avant Jésus-Christ euh, à l'époque de la Gaule, hein, qui ont connu les Romains, etc., etc. Les Romains voilà, les Romains ont voilà, colonisé la Gaule. La Gaule. Les Romains ont colonisé la Gaule, donc on a retrouvé la Gaule pendant l'époque de l'Antiquité. Et déjà à l'époque des Celtes, il y avait ce qu'on appelle des druides. Bon, il y avait différentes classes, hein, c'est des divisions en différentes classes. Et à l'époque des druides, déjà à ce moment-là, quand il y avait un différend entre les personnes, ben, le druide venait euh, pour intervenir en tant que juriste. Enfin, il n'y avait pas la loi comme maintenant, mais ils intervenaient en tant que juriste quand il y avait quelqu'un qui avait été malhonnête. Voilà, par rapport à un terrain, par rapport à un conflit quelconque, le druide intervenait. Le druide jouait plusieurs rôles, hein. Il jouait le rôle de médecin, voilà, de juriste. Voilà, il avait toute beaucoup de cartes, beaucoup de cordes à ses arcs, euh, beaucoup de cordes à son arc. Et donc, euh, déjà à cette époque-là, les différends pouvaient être résolus de manière, on va dire, de manière amiable par l'intervention d'un druide. Alors que maintenant, bien sûr, c'est les tribunaux qui s'en occupent quand il y a un différend entre un client et un fournisseur, un acheteur et un vendeur.
Voilà. Alors maintenant, pourquoi j'ai mis ces noms-là? Parce que dans la lettre de change, ces noms-là vont changer, hein. Ils vont s'appeler autrement. Voilà pourquoi j'explique ceci. C'est parce que là, on n'aura plus, dans la lettre de change, les dénominations vont changer. Donc, comme je vous ai dit, l'acheteur, lui, ce qu'il veut, c'est payer au plus tard, puisque ça reste une dette, hein. Et le vendeur, lui, il veut recevoir son argent le plus tôt possible. Donc, c'est une question de plus tard. D'un côté, il y en a un qui veut payer au plus tard, et l'autre, il veut recevoir au plus tôt. Alors, comment résoudre justement cette petite difficulté? Ben, de plusieurs manières, notamment, les commerçants peuvent utiliser ce qu'on appelle des effets de commerce, qui est soit la lettre de change, qu'on appelle la traite, ou le bien ordre, qu'on appelle la promesse. Donc moi ici, je suis en train de voir un effet de commerce, bien sûr, légal, hein, parce que c'est légal, hein. Je vous dis, si vous ne respectez pas en tant qu'honnêteté, la personne va recevoir un protêt et ira au tribunal de commerce. Alors, respecter quoi? Eh bien, respecter le paiement à échéance. C'est surtout ça. Respecter le paiement à échéance. On vous dit, il faudra payer à l'échéance, il n'y a pas de problème. Tu peux payer au plus tard, mais il faut payer. Voilà, ça reste dans l'honnêteté. Donc ici, ce que je vais voir ici, la lettre de change, c'était ce qu'on appelle un effet de commerce. C'est un moyen de paiement, hein, qui arrange on va dire le vendeur et l'acheteur. C'est un effet de commerce. Et on en trouve deux. Enfin, ici, on peut en trouver plusieurs, c'est pas ça, mais ici, les deux que je vais voir dans ces effets de commerce sont la lettre de change et la traite. Il en existe deux. Enfin, là je m'excuse, hein, j'ai raconté une bêtise. La lettre de change, c'est la traite, justement. La lettre de change, c'est la traite. Parce que le billet à ordre, bon, les effets de commerce sont la lettre de change et le billet à ordre. Les effets de lettre de change, ou ce qu'on appelle la traite, ou le billet à ordre. Qu'on appelle la promesse. Ah, vous voyez, encore une fois, ça joue sur l'honnêteté, hein. Promesse. On promet, voilà, de payer, hein, voilà. Maintenant, si le gars il paye pas, bon, c'est une autre histoire. Bon, pourquoi il paierait pas? Parce que bon, il y a des gens malhonnêtes, hein, ils ne veulent pas toujours, ils ne veulent jamais payer, quoi que ce soit. Voilà, ils veulent tout prendre et rien donner. Bon, ça arrive souvent, ça. Mais il y a aussi des personnes qui sont dans les difficultés. Ils ne s'attendaient pas à avoir des difficultés. Là, ils sont dans les difficultés en attendant des bons jours. Voilà. Alors, moi, ce que je veux voir ici, c'est la lettre de change. Je vais m'intéresser à la lettre de change. Alors, je reviens sur mon schéma. On a un vendeur qui a vendu à une autre personne, qui est l'acheteur, des marchandises pour un montant. Donc ici, on va dire que le vendeur demande un délai de paiement. C'est le vendeur qui demande un délai de paiement ici. Et l'acheteur accepte et accorde un délai de, par exemple, 60 jours. Par exemple, hein, voilà, il lui dit, écoute, 60 jours, c'est bon pour toi. Et l'autre personne accepte, il dit, oui, bon, c'est bon, ça pourra aller, 60 jours, je te paierai, c'est sûr et certain. Alors, donc, le paiement se fera donc à 60 jours. Alors, si l'acheteur souhaite avoir son argent immédiatement, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va tirer, par exemple, hein, il va tirer sur le vendeur. Donc, l'acheteur tire sur le vendeur une lettre de change, qu'on appelle une traite. Voilà, donc ici,
Là, je vais retirer le mot honnêteté. On sait bien que ça doit fonctionner sur l'honnêteté. Parce qu'il y a un autre schéma, un mécanisme qui va intervenir pour la lettre de change. Donc, d'un commun accord, il y en a un qui demande de payer plus tard. Et bon, le, le vendeur accepte. Mais les noms vont changer. Les noms vont changer parce qu'il y aura ce qu'on appelle un tireur qui est le vendeur. Il va tirer un document qui est une traite. Et bien sûr, donc là, qu'est-ce qu'il va faire? L'action, c'est de tirer. Tirer sur celui qui lui doit de l'argent. Voilà, le tirer. Il y a le tireur et le tiré. Donc, d'un commun accord, comme ils avaient dit, bon, que l'acheteur ne savait pas payer tout de suite, il dit, je peux payer, le client dit, je peux payer plus tard, bon, le vendeur accepte, mais il va tirer une traite, un document. Donc, c'est là qu'intervient un document qui est la traite. Donc voilà, ça c'est la traite. Hein. Je vais mettre en orange. Voilà, ça c'est la traite. J'ai mis en orange la traite. Voilà, c'est un document, le document comptable que je vous ai dit qui a à voir avec la législation. Parce que bon, si on ne respecte pas la traite, ça a des conséquences au niveau du tribunal de commerce. Donc là, l'acheteur, enfin le vendeur, je m'excuse, le vendeur que j'appelle le tireur tire une traite dont l'échéance correspond à celle de la facture. Hein. Donc, faut qu'il reste honnête aussi. Il a dit 60 jours, ça doit rester 60 jours. Et les 60 jours sont marqués dans la facture. Donc, il doit respecter le tireur, le vendeur. C'est pas qu'il dise, oui, tu as 60 jours, et puis 5 jours après, il va chercher son argent. Ça va pas comme ça. Bon, s'il a dit 60 jours, c'est 60 jours. Et il doit bien le marquer sur papier, c'est-à-dire dans les factures. Une fois que c'est indiqué dans les factures qu'il doit payer, que le client a le droit à 60 jours avant paiement, il n'y a pas de problème. Donc, il faut rester honnête aussi. Et donc, la traite permet aussi l'honnêteté, aussi bien du vendeur que de l'acheteur. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui sont aussi spécialistes pour dire, ouais, tu payes dans 30 jours, et 3 jours après, elle est là à vous demander vous réclamer l'argent. Bon, ça ne va pas comme ça. Hein. L'honnêteté, ça va dans les deux sens. L'acheteur vous a dit, je vous paierai dans 3 mois ou dans 6 mois, ben, il payera dans 3 mois ou 6 mois. S'il ne paye pas, soit il a des difficultés, il faut le comprendre et on se dit, bon, on va postposer. Mais en tout cas, il doit toujours payer. Hein. C'est pas qu'il faut laisser tomber les dettes. Parce que des dettes, ça ne s'annule pas. Hein. J'ai déjà vu bon, des pays qui annulaient des dettes, mais ça ne se fait pas comme ça. Parce que les pays qui avaient annulé des dettes, ils savent très bien que à long terme, l'autre pays peut lui payer. Hein. Il peut lui payer. Et si un pays fait tomber toutes les dettes, par rapport aux autres pays, il peut lui-même, un jour, quand il sera dans les difficultés financières, je veux dire, il n'y a personne qui viendra à son secours. On ne fait pas ça. Quand quelqu'un vous doit un loyer, mais même si vous ne l'avez plus vu pendant 5 ans, ben, il vous doit ce loyer, point, c'est comme ça. Il faut rester honnête. L'honnêteté, dans les crédits, c'est à fond. On ne laisse jamais tomber une dette. On ne peut pas laisser tomber une dette, c'est comme ça. Euh, Quand il faut payer. Hein. Même s'il faut payer pendant 100 ans, il faut payer pendant 100 ans, mais il faut payer toutes les dettes que l'on doit voilà, euh, avant sa mort. Avant sa mort, il faut payer toutes les dettes que l'on doit. Alors donc ici, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, donc le tireur, qui est euh, donc si le tireur désire avoir son argent, immédiatement, bon, il va tirer sur l'acheteur une lettre de change qu'on appelle une traite, dont l'échéance correspond à celle de la facture. C'est-à-dire il avait prévu soit 3 mois, soit 6 mois ici. Je vous ai dit qu'il avait prévu par exemple 6 mois, par exemple. Hein. Il envoie ce document, donc il envoie la traite au tiré, donc à l'acheteur. Donc le tireur envoie la lettre de change au tiré. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'une lettre de change? Par définition, c'est un document légal, hein, par lequel une personne qu'on appelle le tireur, qui est le tireur en fait? En fait, qui c'est? J'aurais pu donner au niveau commercial d'autres noms. En fait, le tireur, c'est tout simplement le créancier. Voilà, vous voyez que fournisseur, c'est de marchandises, voilà, mais au niveau argent, on ne parle plus de fournisseur, on parle de créancier. C'est pour ça que je fais tout ce schéma-là,
C'est parce que les noms sont attribués en fonction. Bah, si c'est des marchandises, on appelle acheteur-vendeur. Si ce sont encore des marchandises, on peut parler de client-fournisseur. Mais maintenant, quand c'est des revenus, des flux financiers, bah, on ne parle plus de, voilà, euh, d'acheteur et de vendeur ou de fournisseur-client, mais plutôt de créancier, débiteur. Voilà, celui qui a des dettes, c'est l'acheteur, le client, bon, et on l'appelle le débiteur, il doit de l'argent. Et le créancier, c'est ce qu'on appelle le créditeur aussi, hein. Il y a un autre nom, il y a créditeur, on lui doit de l'argent, voilà. Créancier, créditeur, c'est la même chose. Voilà. Bon, mais quand vous tirez une lettre de change, c'est encore des autres noms qui interviennent. C'est le tireur qui va envoyer un document qu'on appelle la lettre de change au tiré. Je vais appeler ça lettre, lettre de change. Donc, qu'est-ce que c'est que la lettre de change? C'est un document par lequel une personne, qu'on appelle le tireur, qui est le créancier ou le créditeur, si vous voulez, donne l'ordre à une autre personne qui est le tiré, le débiteur, de payer une certaine somme dans un délai bien sûr fixé, hein, à un endroit déterminé. Donc à la personne désignée sur le document qu'on appelle le bénéficiaire ou à son ordre. Donc là intervient, c'est là que le schéma va faire intervenir une troisième personne. C'est le bénéficiaire. C'est pour ça que j'ai mis ça ici. Maintenant, on va voir qui est le bénéficiaire, hein. Alors maintenant, je vais simplifier le schéma. Et enlever tout ce qui est marchandise, parce que c'est le paiement qui m'intéresse ici. Le paiement qui m'intéresse. Voilà. Et la lettre de change. C'est-à-dire la lettre de change ici, parce que c'est le paiement qui m'intéresse. Donc, on sait bien que le tireur, c'est le créancier. On sait bien que le tiré, c'est le débiteur. On sait bien que le tireur a tiré une lettre de change. Donc il y a une lettre de change en action. Et donc, là, il y a un bénéficiaire qui va intervenir. Alors donc, on a un document par lequel une personne qui est le tireur, qui est le créancier, donne l'ordre à une autre personne, le tiré, qui est le débiteur, de payer une certaine somme dans un délai fixé en commun accord entre le tireur et le tiré, à un endroit déterminé, à la personne désignée sur le document. Donc, qui est le bénéficiaire. Oui, peut-être à son ordre, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans ce mécanisme, on a un cheminement qui est comme ceci. Hein. Ensuite, on a le... C'est ça qu'il faut bien comprendre, hein, voilà. On aura toujours une deuxième flèche 2, vous allez voir pourquoi. Alors, on aura une flèche retour. Et bien sûr, on aura une flèche qui va bénéficier aux bénéficiaires. Donc, vous aurez compris que à partir du tiré, il va faire bénéficier le bénéficiaire. Voilà. Alors maintenant,
voyons voir les différents points. Un point serait que le point 1, bien sûr, c'est la fourniture de marchandises. C'est évident, hein. On va pas tirer une lettre de chance, il n'y a pas de marchandises. Hein? Ah, c'est la fourniture d'une marchandise. Ça, c'est le point 1. Donc, je vais mettre fourniture. 1, c'est fourniture de la marchandise. Le point 2, rédaction d'une traite. Alors, bien sûr, là, on a la rédaction de la traite, ou de la lettre de change. Hein. Elle est rédigée sur un document qui est lettre de change, qui est un document légal. Rédaction de la lettre de change. Bon, je peux l'appeler RLC. Voilà, RLC. Rédaction de lettre de change. RLC. Donc rédaction de la lettre de change. Le tireur écrit un document sur le tiré. Ensuite, on a un retour de la traite pour acceptation. Retour de la lettre de change ou de la traite. Et là, le retour, c'est pour acceptation. Donc ici, si vous voulez, la rédaction, c'est une proposition de paiement. Parce que, bon, on ne dit pas tu dois payer. Hein. En commerce, on ne dit jamais paye. Hein. On ne donne pas des ordres. On propose de payer. Veuillez payer, on dit veuillez payer. Hein. On dit veuillez payer, on ne dit pas bon paye. Hein. On reste poli. Hein. Dans le commerce, dans l'honnêteté, ben, quand on a une relation mutuelle entre personnes, mais ça doit se faire, ben, je vais dire, dans la courtoisie. Comme le code de la route, c'est la courtoisie, ben, le commerce, c'est la courtoisie. Bon, ça devient moins courtois quand on commence à avoir des gens qui commencent à devenir malhonnêtes. Là, bon, on comprend que ça va faire monter les tensions. Hein. C'est normal parce que bon, il y en a un qui veut son argent et l'autre il est malhonnête, il avait dit de payer alors qu'il paye pas. Bon, ça reste, je veux dire, voilà, ça va énerver certaines personnes d'office. Hein. Quelqu'un qui reçoit pas son argent, bon, ça va le mettre hors de lui. Voilà. Bon, et peut-être qu'il y en a qui, quand ils ne payent pas, ils sont dans l'embarras, mais il y en a, ils s'en foutent. Hein. Bon, le problème, il est là. Il y a bon, ceux qui sont dans l'embarras, bon, ils vont tout faire pour essayer de s'en sortir de l'embarras, pour essayer de payer. Mais il y a des gens, bon, ils n'ont pas envie de payer, bon, parce qu'ils aiment bien de recevoir, mais pas de donner. Donc, mais là, c'est vraiment une malhonnêteté à coup sûr. Parce que quelqu'un qui est dans les problèmes, il ne sait pas payer, c'est pas malhonnête, c'est plutôt, je veux dire qu'il est dans des difficultés, c'est ça qui fait en sorte qu'il ne sait pas payer. Mais quelqu'un qui ne veut pas payer parce qu'il est malhonnête et qui cache tout son argent d'un côté, qui dit qu'il n'a pas d'argent, bon, ça c'est plutôt de la malhonnêteté. Voilà. Donc ici, on a donc, on a, on donne l'ordre de payer, de tirer une traite, et bien sûr, le tiré, le tiré accepte, on renvoie la traite pour acceptation. Donc il y a un retour de la traite. Donc vous voyez qu'il y a un échange de la traite. D'abord, on envoie la rédaction. La rédaction, la voici. Voilà. Enfin, j'aurais dû me mettre en bleu. La rédaction, l'envoi, il est ici. Il est ici. Ouais, bon, ici, il faut que je mette. Voilà. La rédaction est ici. Et le renvoi, il est là. Bon, donc on a un ordre de payer. Ouais, je dirais plutôt une proposition de payer, parce qu'on ne dit pas un ordre. Un ordre de payer, tirer une traite. Et le bénéficiaire, qui est le bénéficiaire? Ben, ça peut être soit un tiers, c'est pas forcément le tireur, c'est pas forcément le tireur, ça peut être, en général c'est le tireur, hein. Le bénéficiaire c'est le tireur, mais ça peut être un tiers aussi.
Ça peut être le tireur ou un tireur. Voilà qui est le bénéficiaire. Voilà, et ça c'est le schéma de fonctionnement. Le schéma de fonctionnement, le voilà. Alors la forme du document, mais c'est un document, je veux dire, légalisé. Et bien sûr, cette forme, elle est obligatoire. Alors, ça a évolué hein, dans les formes. Euh, voilà, dans les formes. Voici une traite. Vous voyez qu'ici, à gauche, d'ailleurs, je l'ai copié ici. Alors, ça vient d'un cours de comptabilité ici. Euh, Ça vient d'un cours de comptabilité. Bon, qui est Guy de Monsieur Cuy, ou je sais pas quoi, Guy, Cuy, voilà, Cuy, Cuy, je sais pas comment c'est, C-U-Y. Voilà, il vous explique pas mal de choses ici. Voilà. Bah, il vous donne ici un exemple. Bon, ça c'est récent quand même parce que voilà, c'est en euros. Bah, les traites ont toujours existé depuis quelques années quand même. Je sais pas combien d'années, mais ça fait au moins passer 30 ans que ça existe. Hein. Les traites passées. Voilà, ça existe depuis longtemps. Mais bon, ici, c'est en euros, donc ça veut dire que c'est un document plus récent. Et ça dépend qu'il est. Voilà. Bon, ici, je vais prendre par exemple cet exemple-là. Là, on voit qui est le tireur. Le tireur, il est ici. Bon, ça, c'est la forme. Hein. La forme, c'est ça. Là, on a le tireur. Voilà. En fait, c'est le vendeur, c'est le créancier. Là, on a le tiré, c'est l'acheteur ou le débiteur. Alors, la mention lettre de change ici doit apparaître absolument, mais ici, il est en euros. Voilà. Cette mention-là, elle est obligatoire. Voilà. Bien sûr, l'échéance. Vous avez l'échéance, par exemple 6 mois. Là, on a la date d'émission. Date d'émission. Le lieu d'émission, ça a été fait voilà, à Mons. Et un montant, le montant est ici. Donc ça, tout ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Tout ça, c'est obligatoire. Alors, donc ça, c'est la forme. C'est une forme récente. Bon, parce qu'on voit qu'elle en aura avant, il y avait des formes voilà, en franc belge. Alors, vous voyez que, comme je vous ai dit, les principales mentions sont la mention lettre de change, ici, elle est en euros. La date de création, le nom et l'adresse du tireur qui est à gauche, voilà, du tiré et bien sûr du bénéficiaire. Voilà, le bénéficiaire est dessus aussi. Alors, je vous ai dit que le bénéficiaire, ça peut être le tireur ou un tiers. Hein. Je vous l'ai dit ça, j'expliquerai par après. Alors, on peut voir aussi le montant à payer, hein, voilà, 5376,12. La mention veuillez payer, bon, veuillez payer, voilà, ou payable, ou numéro, voilà, payable, ou numéro, voilà, donc on donne pas des ordres, voilà, on reste poli. On peut voir la mention veuillez payer, on peut voir la mention à l'ordre de, hein, à l'ordre de, on peut voir date à laquelle la somme sera payée, c'est l'échéance, la provision, raison pour laquelle la traite est tirée, livraison de marchandises, prêt, etc. Il y a une raison, pour avoir la raison. Voilà. Pour avoir la raison. Hein. Bon, si elle n'y est pas mise, on peut avoir une raison. Achat ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, il y a différentes choses qu'on peut apercevoir. On a le registre de commerce, RC, registre de commerce. Ici, il n'en a pas. On peut avoir un numéro de TVA. Voilà. Voilà. Payable au numéro de compte. Au numéro de compte. Voilà. Bien sûr, les signatures. Signature, c'est fort important. Aussi bien du tiré hein, que du tireur. Voilà, ça c'est la signature du tireur, signature du tiré. Alors vous pouvez apposer bien sûr votre main sur un tampon d'encre et bien sûr apposer pour vous mettre vos empreintes. Hein, voilà, bon, c'est bon aussi.
Voilà. Alors ici on retrouve un numéro de TVA, un registre de commerce pour le tireur, nom et, et adresse. Donc le tireur est à gauche. Ceci, ça concerne le tiré, les informations du tiré. Voilà, ça c'est le tiré. Les informations du tireur. Hein, donc on sait bien qui est qui là ici. Voilà, et bien sûr tout ce qui est le lieu d'émission, la date d'émission, l'échéance et le montant. Voilà, tout ça, ça vient ici. Voilà. Ah donc on peut avoir l'acceptation, comme je vous ai dit, c'est l'engagement que prend le tiré de payer la traite à l'échéance. Donc il accepte. Bon, il y en a un qui lui envoie, le tireur lui envoie une traite. Bon, il accepte. Je reviens dans le schéma. Ici, bon, il accepte. Donc l'acceptation, c'est l'engagement que prend le tiré de payer la traite à l'échéance. Alors il y a une mention, bien sûr, acceptée, plus une date, plus une signature du tiré. Il faut qu'il appose sa signature, une date est acceptée. Par exemple, voilà, approuvé, accepté avec une date. Alors, on peut faire domicilier ça aussi. Alors la domiciliation, c'est domicilier une lettre de change, consiste à, pour le tirer, à rendre la traite payable à un autre endroit que son domicile. En général, bien sûr, cet autre endroit que son domicile, c'est la banque. Où le bénéficiaire devra se rendre pour recevoir le paiement. Donc le bénéficiaire devra aller à la banque du tiré pour pouvoir recevoir le montant. Alors on peut avoir aussi ce qu'on appelle l'aval. Donc il y a l'acceptation, la domiciliation et l'aval. Il y a 3 cas de figure dans les mentions accessoires. Et l'aval, c'est un acte par lequel un tiers garantit le paiement de la lettre de change en lieu et place du tiré. Bien sûr, si ce dernier ne payait pas, bien sûr, hein, si le tiré ne payait pas. Donc il peut avoir un aval. Donc bon, il peut mettre un aval en arrière-plan. Et là, l'aval se retrouve dans le document ici. Il peut, s'il fait intervenir un aval, vous devez le mentionner ici. L'aval est là. Ça c'est s'il y a un aval, dans le tireur fait intervenir un aval, ben, il doit le mentionner ici. Alors vous allez voir que c'est fort important tout ça, s'il y a un aval ou autre. Hein. Parce que je vais vous montrer après le protet, il risque de faire intervenir tous les responsables. Hein. Voilà. Donc, quelle est l'utilité de la lettre de change? On va dire que c'est garantir pour le créancier d'être payé si le tiré ne paye pas à l'échéance. Donc, il est sûr et certain, le tireur, d'être payé. Et bien sûr, si le tiré ne paye pas, vous allez me dire, ben, à l'échéance, j'ai bien dit à l'échéance, hein, parce que c'est un mode de paiement convenu à échéance, donc s'il ne respecte pas l'échéance, ben, il risque d'avoir un problème. Et ce problème, c'est un protet qui sera dressé, et ce protet sera publié et affiché au tribunal de commerce, et le tiré risque alors d'être on peut aller jusqu'à la cessation de paiement. Je ne veux pas dire que ça a toujours lieu, mais ça peut aller jusque-là. Il y aura bien sûr au tribunal, ils vont dire de repayer, hein, avec un, comment est-ce qu'on appelle ça, un délai. Mais je veux dire, vous ne serez plus, je veux dire, vu comme quelqu'un d'honnête, puisque vous avez déjà, c'est un document qui fait référence à l'honnêteté. Si vous avez déjà pas fouillé une fois l'honnêteté de ce document, et donc ça veut dire que vous n'êtes pas éligible à une forme d'honnêteté vis-à-vis de ce document. Parce que vous avez promis de payer, et bon, ça n'a pas été le cas. Donc c'est un protet qui est dressé si on est hors échéance, et bien sûr le tiré risque alors d'être en état de cessation de paiement, ou voire la faillite. Hein. Et donc, quelque part, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette lettre de change? Cette lettre de change n'est rien d'autre qu'un instrument de crédit. C'est juste un instrument de crédit, hein, tout simplement.
C'est un instrument de crédit. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, que peut faire le bénéficiaire avec la traite? Ben, il peut attendre l'échéance et aller l'encaisser. Bon, je vous dis, le bénéficiaire, c'est le tireur ou le tiers, un tiers quelconque. Voilà. Attendre l'échéance et aller l'encaisser lui-même, la traite, chez, bien sûr, le tiré ou au lieu de la domiciliation. S'il l'a domicilié à la banque, ben, il faudra aller à la banque du tiré. Or, ça c'est une chose, attendre l'échéance et aller l'encaisser. Maintenant, on peut faire encaisser la traite par la poste ou la banque à l'échéance. Le bénéficiaire devra alors remettre les faits à l'encaissement. Donc, soit il peut attendre l'échéance, et aller l'encaisser lui-même la traite chez le tiré, au domicile du tiré, ou à la banque où le tiré a fait la domiciliation. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ou faire encaisser la traite par la poste ou la banque à l'échéance. Le bénéficiaire devra alors remettre les faits à l'encaissement. Alors, il y a une autre... qu'est-ce qu'il peut faire le bénéficiaire avec la traite? Il peut aussi l'endosser. Alors, endosser la traite à un tiers, c'est-à-dire en transmettre la propriété à une autre personne qui devient le nouveau bénéficiaire. C'est le tiers. Voilà, c'est ça le tiers. C'est là qu'intervient le tiers. Le tiers peut intervenir, par exemple, en l'endossement. Il y a l'encaissement, il y a l'endossement. Voilà. Et l'endossement, c'est ça. Alors vous allez me dire comment endosser. Il faut inscrire au dos de la traite. Un endossement, c'est toujours au dos. Hein. C'est pour ça qu'on dit dos. Endossement. Tous les documents postaux ou les chèques, etc. Endosser, c'est au dos. Alors comment endosser? Ben, c'est inscrire au dos de la traite, payer à l'ordre de monsieur, plus mettre la date, bien sûr, et la signature du cédant. Alors, l'endossement peut se faire sans désigner de bénéficiaire. Si on ne désigne pas de bénéficiaire, c'est ce qu'on appelle un endossement en blanc. Celui qui détient la traite, le porteur, en devient alors le bénéficiaire. C'est le porteur qui est le bénéficiaire de la traite. Donc on peut endosser la traite à un bénéficiaire tiers, si vous voulez, autre que le tireur. Alors, donc, je vous ai dit qu'on peut faire un encaissement, faire un endossement. Bon, l'encaissement peut être fait par soit le tiré, il y a deux types d'encaissement. Hein. L'encaissement, bon, que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est l'encaissement soit du tireur, l'encaissement du tireur, ou faire encaisser la traite par la poste ou la banque. Voilà, donc l'encaissement il est de deux ordres. Alors il y a un encaissement, je vous ai expliqué un encaissement, je vous ai expliqué un endossement, je vous ai expliqué, voilà, et on peut faire un escompte. Alors qu'est-ce que c'est qu'escompter une traite ou remettre la traite à l'escompte? C'est une opération qui consiste pour le bénéficiaire à transmettre la propriété de la lettre de change à une banque avant l'échéance. À ce moment-là, la banque paiera alors le montant de la traite, bien sûr diminué de frais d'un escompte, c'est normal parce que vous avez payé, vous n'êtes pas arrivé à échéance, donc c'est normal qu'il y ait un escompte. Hein. Bon, il fallait arriver à échéance pour avoir la totalité. Alors si vous arrivez, voilà, c'est ça, hein, c'est un problème. Hein. Si vous n'allez pas à échéance, vous paierez un escompte. Hein. Donc les frais escompte déduits par la banque, parce qu'il y a des frais aussi bancaires, de la somme s'appelle l'agio. C'est la somme. Alors la somme reçue qui est la valeur actuelle plus l'agio, c'est la valeur nominale de la traite, ou de la lettre de change. Donc il faut tenir compte de ça. C'est l'été encaissé, si vous voulez. Enfin, c'est l'été escompté. On n'appelle pas ça encaissé, on appelle ça escompté. Escompter la traite, ça veut dire que vous n'avez pas été échéance, et vous avez été avant l'échéance pour pouvoir avoir un paiement, mais vous n'aurez pas la totalité du montant. Parce qu'il y aura des frais plus l'agio. Des frais
et, et un escompte déduit, c'est ça que je veux dire. C'est ça qui constitue l'agios, c'est euh, les frais et l'escompte déduit, par la banque bien sûr, hein, de la somme que on devait recevoir. Ce qui veut dire que, puisque le bénéficiaire peut, avant échéance, recevoir la somme due par le tiré, la lettre de change est donc un instrument de crédit. Donc c'est un instrument de crédit. En effet, il permet au client, le tiré, d'obtenir un délai de paiement important, par exemple de l'ordre 3 mois, 6 mois. Il ne devra payer, lui, qu'à l'échéance. Alors ça permet aussi au tireur de recevoir très rapidement la somme qui lui est due, en escomptant la traite ou en l'endossant à l'un de ses créanciers. Voilà. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose ici concernant euh, les écritures, des remarques très importantes, hein. Tous les signataires d'une lettre de change, tireur, tiré, qui a accepté, euh, avaliseur, endosseur, etc., etc., bah, il y a plusieurs personnes qui peuvent intervenir, sont responsables envers le bénéficiaire, hein, du paiement de la traite. On dit qu'ils sont, vis-à-vis de la loi, solidairement responsables. Le bénéficiaire, en cas de non-paiement du tiré, peut se retourner contre n'importe lequel des signataires. On peut avoir ce qu'on appelle un timbrage. Un timbrage, une taxe est perçue sur les effets de commerce. Elle est un certain montant par tranche entamée d'un autre montant et est représentée par des timbres fiscaux collés au verso de la traite et bien sûr annulés, hein, par un tampon. Voilà. Alors si la traite vaut une certaine valeur, ben, il faut tenir compte des timbres. Alors, si la somme est écrite en lettres et en chiffres et que les montants sont différents, c'est la somme en lettres qui compte, hein. C'est toujours la somme en lettres qui compte par rapport au montant en chiffres, voilà, en chiffres arabes. Si la somme est écrite plusieurs fois en chiffres et que les montants sont différents, c'est la somme la plus faible qui l'emporte. Voilà. Si la somme à payer est indiquée dans une monnaie qui a la même dénomination mais une valeur différente, sont les pays, et qu'on a oublié de préciser le pays, c'est la valeur qui a cours au lieu de paiement qui l'emporte. Alors, le lieu de création, si cette indication ne figure pas sur la lettre de change, on va prendre en compte le lieu de création du tireur. Alors, date de paiement. Si la date de l'échéance n'est pas indiquée, on dit que la traite est payable à vue, c'est-à-dire immédiatement. Donc, faire très attention à toute cette législation concernant, je veux dire, la lettre de change, euh, quand on l'utilise. Il faut savoir ce qu'il en est. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques petits sites. Voilà, la lettre de change, je les explique ici. Le secrétariat des protocoles. Voilà, ici je suis à la Banque nationale de Belgique. Voilà, il vous explique pas mal de choses, hein. Donc, voilà. Et alors, par exemple, ici, voilà un papier, comment il doit, techniquement, comment sont les papiers. Les faits de commerce ne peuvent être empruntés que sur du papier OCR, imprimé que sur du papier OCR, rendant aux critères de traitement optique et mécanique. Ce papier OCR correspond aux normes DIN 6723 90 grammes par mètre carré et DIN 6724 80 grammes par mètre carré. Le papier doit convenir aux imprimantes laser thermorésistantes. L'humidité relative doit être comprise entre 40 et 55 HR. En dehors de ces normes, le traitement du papier peut modifier la taille de ce dernier. Autres caractéristiques du papier, poids, épaisseur, prêté de la surface du papier. Donc, enfin, ses propriétés de la surface du papier. Le papier doit être dépourvu d'éléments fluorescents. La couleur de fond doit être totalement filtrable.
Il ne peut donc y avoir aucun pigment. Couleur, recto, cadre en P et barre de titre en diapositive. HKS6E 100%. Texte en dehors des cadres à remplir. PMS OCR Warm Red 100%. Point de repère pour la lecture optique. Code de langue. Code de formulaire. PMS Process Black 100%. Fond. Tram HKS6E 100% avec des points ne se touchant pas et une finesse de trame de 133 lignes par pouce. La valeur de la trame de fond doit être de 30% lors de l'impression. Verso, cadre et texte PMS, OCR, Warm Red 100%, qualité de l'encre. Encre séchante oxydative HBL thermorésistante à base d'huile sans composants thermoplastiques, entre autres minéraux, latex destiné à l'impression laser. Donc vous voyez que la qualité papier, bon, bon, il existe des papiers, des documents qui sont exploitables en interne d'un pays, mais il existe euh, des pays pour les échanges, enfin des documents spécifiques pour les échanges internationaux. Donc je pense au commerce extérieur, au commerce international. Bon, on ne va pas utiliser les mêmes documents en interne qu'en externe, ne fût-ce que pour un versement, hein. Voilà. Alors la lettre de change, je vous ai montré, il existe pas mal de lettres de change type, voilà, souvent un pays ou un autre, peu importe, mais vous pouvez taper image, vous aurez voilà, les lettres de change correspondantes. Et ça vient d'un cours de comptabilité, notamment les documents, les moyens de paiement, qui est la lettre de change. Alors vous voyez qu'il y a des noms, hein. En cas d'endossement, l'endossataire, c'est celui qui reçoit la traite. En cas d'endossement, l'endosseur est celui qui transmet, donne, cède la traite. On a la lettre de change relevée, la formule informatisée de la lettre de change, dont l'usage remplace celui de la bonne vieille lettre de change, on va dire classique. Alors, il vous donne les lois 31 décembre 1955, loi coordonnée sur la lettre de change. Vous voyez que ça existe depuis très longtemps, je vous l'avais dit, hein. Voilà, loi de coordonnée sur la lettre de change et le billet à ordre. Code de commerce, livre 1, titre 8, note consultation des versions antérieures à partir de la version précédente, immédiatement le 19 du 7 97 est mise à jour le 19. Voilà, là, ici il y a même un lien. Je peux cliquer sur le lien. Voilà, et là il vous explique le protet. Voilà, on a. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai expliqué en gros, hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un document commercial nécessairement rédigé dans les formes prescrites par la loi par lequel l'émetteur-tireur donne mandat pur et simple à une personne désignée de payer une somme déterminée dans un lieu déterminé à une date déterminée, l'échéance, au porteur légitime bénéficiaire. Le porteur légitime bénéficiaire. Légitime, c'est le bénéficiaire. Voilà. Alors, billet à ordre est un document commercial par lequel l'émetteur souscripteur prend l'engagement. Je n'ai pas vu ça, hein, mais moi j'ai vu la lettre d'échange. Mais en tout cas, c'est un effet de commerce aussi, le billet à ordre. Voilà. Est un document commercial par lequel l'émetteur souscripteur prend l'engagement pur et simple de payer une somme déterminée au porteur légitime à un moment déterminé, l'échéance, et à un lieu déterminé en échange de l'effet présenté. L'effet traite est un document commercial par lequel une personne, le tireur, ou pour la lettre de change, le souscripteur pour le billet à ordre, s'engage à payer une autre, le tireur pour la lettre d'échange, le bénéficiaire pour le billet à ordre, à un moment donné, l'échéance. L'effet ou traite est un titre négociable qui constate l'existence au profit du porteur, généralement le tireur, d'une créance généralement à court terme envers le tiré. Le tireur est celui qui émet l'effet de commerce, celui qui donne l'ordre à une personne de payer. Il s'agit généralement du vendeur ou fournisseur de la marchandise. Le tiré est celui sur lequel l'effet de commerce a été tiré, celui qui donne à qui un ordre de payer a été donné. Il s'agit généralement de l'acheteur ou du client. L'échéance est la date ultime à laquelle le tiré s'engage à payer
en échange de l'effet présenté. L'endossement d'un effet est un transfert de propriété du document commercial à une autre personne à qui le bénéficiaire précédent doit lui-même de l'argent. Il suffit que le bénéficiaire précédent donne ordre au tiré de payer le montant de celui-ci au nouveau bénéficiaire. L'endossement nominatif d'un effet est un endossement précisant le nouveau nom du nouveau bénéficiaire. Ouais, parce qu'on peut avoir l'endossement en blanc, comme je vous l'ai expliqué. L'endossement en blanc, le voici, est un endossement ne précisant pas le nom du nouveau bénéficiaire. La domiciliation d'un effet est une formule par laquelle le tiré donne ordre à sa banque de payer par le débit de son compte certains effets dont il indique le nom du tireur, le montant et l'échéance. Le protêt d'un effet est l'acte généralement adressé par un huissier à la requête du porteur d'un effet, faute de paiement à l'échéance, protêt faute de paiement ou faute d'acceptation par le tiré, protêt faute d'acceptation. En cas d'endossement, l'endossaire est celui qui reçoit la traite. En cas d'endossement, l'endosseur est celui qui transmet, donne cède la traite. La lettre de change relevée, ça je vous ai expliqué, voilà. Alors, les 7 mentions obligatoires, la mention lettre de change, la date et le lieu d'émission, la somme à payer, l'indication de l'échéance, le nom du bénéficiaire avec ou sans mention à l'ordre de, le nom du tiré et le lieu de paiement, généralement l'adresse du tiré ou une banque si la lettre de change est domiciliée, et la signature du tireur. Donc ça, ce sont les 7 mentions obligatoires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il faut remplir tout ça. Et là, il vous montrer un exemple. Alors ici, pour ceux qui se soucient de l'écriture des nombres, il y a une orthographe des nombres. Bien sûr, ça dépend. L'Académie française préconise depuis 90, sans obliger que les numéros composés soient unis par des traits d'union. Les Belges auraient donc pu écrire 5 370 euros, les Français 5 376 euros. Bon, vous voyez que là, il y a des traits d'union partout pour le français, et il y en a un pour le belge. Bon, puisqu'il y a 70, on va dire 76. Donc il y a une unité ici, donc les unités, ouais, ils ont mis des traits d'union partout aussi, hein, à mon avis. Voilà, 370, 6, voilà, et le français 5000. Ils ont mis des traits d'union partout. Alors, droit de timbre pour mémoire. Au verso de la lettre de change, il y avait lieu d'apposer des timbres fiscaux représentant un franc belge par tranche. Voilà, les montants sont là. Le montant de tranche, ça c'était quand c'était en franc belge. Voilà, quand c'était en franc belge, le montant des timbres fiscaux c'était ça. Un franc belge par tranche de 2000 francs belges. Voilà, donc le franc belge ou franc belge, ça valait environ 0,025 euros de la lettre de change. Ces timbres étaient généralement apposés par le tireur qui enregistrait cette opération en créditant compte 757,81 caisse timbres fiscaux et en débitant le compte 64 autres charges d'exploitation. Ça, c'est dans la comptabilité. Voilà. Il devait faire aller dans les comptes spécifiques pour marquer voilà, ce qu'il avait voilà, au niveau des timbres. Donc il devait créditer un compte pour en débiter un autre. Voilà, il devait créditer le compte 57,81 caisse timbres fiscaux et il devait débiter le compte 64 qui était autre charge d'exploitation parce que les timbres fiscaux c'était des charges considérées comme autres charges d'exploitation. Si l'entreprise faisait grand usage de lettres de change, elle pouvait aussi enregistrer la charge au moment de l'achat des timbres fiscaux par l'écriture qui consistait à créditer un compte 5700 caisse espèces et débiter le compte 64 autres charges d'exploitation. Alors ça c'est si l'entreprise faisait grand usage de lettres de change, elle pouvait aussi enregistrer la charge au moment de l'achat des timbres. Voilà. Donc à ce moment, s'ils faisaient beaucoup de lettres de change, quand c'était devenait une opération, on va dire, assez régulière, ben, il fallait acheter directement. Euh, les timbres fiscaux étaient considérés comme voilà, achat par la caisse.
la caisse. Voilà, ils prenaient l'argent de la caisse, bon, ils allaient chercher un timbre fiscal, et donc il fallait enregistrer, créditer dans le compte 5700 caisse espèce. Mais dans le compte de charge, 64, autres charges d'exploitation, c'est toujours celui, pour la charge, c'était toujours le même. Hein. Voilà, il y a les comptes de débit, les comptes de crédit. Voilà, il y en a un là, ici la charge, ici c'est un compte de charge. 67, c'est un, 64, c'est un compte de charge. Voilà, ici. Et ben, 57, c'est un compte, voilà, voilà, de caisse. Compte de caisse. Voilà, espèce. Caisse espèce. Ben, ici, c'était une mention spécifique, hein, timbres fiscaux. À la place de 5700, ben, ici, c'est 5781. Ben, c'est une sous-rubrique de caisse qui reprenait explicitement les timbres fiscaux. Maintenant, si ça se faisait assez régulièrement, ben, on retirait de la caisse, on pouvait retirer de caisse espèce tout simplement. Mais le mieux, c'était de mettre dans timbres fiscaux. Comme ça, on sait bien que tous les timbres fiscaux, on savait bien tout ce qui a été dépensé au niveau de timbres fiscaux, au niveau du compte 5781. Bon, plus c'est diversifié, spécialisé, plus on sait à quoi ça a trait. Parce que quand vous allez mettre timbres fiscaux, un timbre fiscal à partir du compte de 5700, bon, difficile de dire pourquoi on a pris l'argent de la caisse. Voilà, bon. Par contre, si vous mettez caisse timbre fiscaux, on sait bien que ouais, ça avait à voir avec un timbre fiscal. Plus c'est spécialisé, plus il faut écrire dans les comptes spécialisés. Comme ça, plus vous savez euh, à quoi ça rime, à quoi ça tient, à quoi ça a été dépensé et à quoi euh, l'argent a été dépensé. Et vous savez certaines choses. Donc cet timbre devait être annulé par surcharge d'une signature et de la date. Notons que ces droits de timbre ne sont plus d'application depuis le 1er janvier 1991. Espérons que plus aucun enseignant n'en parle dans ses classes de secondaire. Ben, ça c'est bon, ça donner des explications. Moi, à mon avis, je pensais que c'était des timbres qui étaient annulés par un tampon. Mais en fait, non. Ici, c'est même pas un tampon. euh, c'est juste annulé par une surcharge, juste une signature et une date. Voilà, donc à mon avis, je pensais que c'était... Bon, les timbres postaux peuvent être annulés par voilà, un tampon postal. Voilà, mais ici, c'est pas le cas. C'est une signature l'annule, ça suffit. Voilà. Alors, le tireur peut garder l'effet jusqu'à l'échéance et le présenter alors au tiré qui doit payer. Le tireur peut déposer l'effet à sa banque jusqu'à l'échéance et le présentera alors au tiré qui devra payer. Le tireur peut endosser l'effet pour payer l'un de ses créanciers qui devient le nouveau bénéficiaire et peut alors le présenter alors au tiré qui devra payer ou en faire usage comme le tireur. Le tireur peut négocier en effet en banque avant l'échéance. Le tireur touche immédiatement son argent moins les agios. Les agios que je vous ai expliqué. La banque devient le nouveau bénéficiaire et peut alors le présenter alors au tiré qui devra payer ou en faire usage comme le tireur. L'émetteur-tireur de la traite garantit inconditionnellement au porteur légitime que le tiré désigné dans le titre lui paiera une somme d'argent déterminée. Si le tireur accepte la traite en y pesant sa signature, il s'engage lui aussi envers le porteur et devient même le débiteur principal. La lettre de change présente tous les caractères des titres négociables à ordre. Le porteur possède un droit autonome et littéral, abstrait de sa cause. Il bénéficie de la règle de l'inopposabilité des exceptions. Il s'agit à la fois d'un instrument de paiement, de recouvrement, mais surtout de crédit. Il s'agit, sur le plan de la nature juridique, d'une institution à laquelle les souscripteurs adhèrent par une déclaration unilatérale de volonté, exprimée suivant les formes prescrites par la loi, et donne naissance à un engagement abstrait et littéral. Van Rijn en Enen, Principe de droit commercial T3, deuxième édition, page 226. La Cour de cassation de Belgique définit cette nature juridique comme étant un titre autonome de créance conférant par lui-même au porteur le droit inconditionnel au paiement à l'échéance de la somme promise dès lors que la dite lettre de change est revêtue des formes légales requises. Cassation 25 du 10 1962, Pasicrisi 1963, I 254. Voilà, c'est tous des articles de loi que vous pouvez aller rechercher et qui expliquent en fait voilà, la lettre de change. Alors, instrument de recouvrement, instrument de paiement, instrument de mobilisation de créances. Voilà, ici on retrouve un petit peu un schéma.
Ça, c'est l'escompte cédant, escompte fournisseur. Il y a des mécanismes comme ça, bon, les effets à recevoir. Bon, ici, il parle d'effets à recevoir, hein. Moi, je vous ai parlé euh, d'un effet de commerce, hein. Un effet de commerce qui est la lettre de change. Voilà, ici, il vous donne les différences entre le billet à ordre et la lettre de change. L'ordre, lettre de change, c'est un ordre de paiement, alors que billet à ordre, c'est une promesse de paiement. Mais la lettre de change émise par le créancier, billet à ordre émise par le débiteur. Lettre de change doit être acceptée par le débiteur. Billet à ordre émise par le débiteur, donc pas d'acceptation. Ici, il vous explique tous les refs. Qu'est-ce qui se passe en cas de refus de paiement des effets, voilà, et ainsi de suite. Voilà, je vous remercie.